Bonjour à tous. J'espère que vous avez aimé l'intro. Ça m'a pris un petit bout à faire aujourd'hui, mais bon, c'est l'Halloween bientôt, donc je me suis dit qu'on pourrait faire quelque chose de spooky. La pièce, c'est Vonta de Maria de Norbert Paley, qui est un compositeur d'origine polonaise qui est en ce moment professeur à l'Université de Toronto, si je ne me trompe pas. Interprété par l'Orchestre 21 et la pianiste Justina Gabsdil. Donc, Vomta de Maria sur la mort de Marie. Je me suis dit que c'était une pièce pertinente à faire par-dessus du footage d'un cimetière. Alors, c'est l'intro pour encore quelques temps. Bref, le temps que je m'entende. Alright. Aujourd'hui, euh, j'ai préparé un petit quelque chose qui est peut-être un peu plus traditionnel que ce qu'on a fait la dernière fois. Là. Donc, je pense pas qu'on va utiliser la piano cam aujourd'hui. Quoique, peut-être qu'on pourrait être créatif puis le faire, mais bref. Essentiellement, ce qu'on va faire, c'est une réduction d'un TD que j'ai fait quand même souvent quand j'étais chargé de lab en INF 1005C, qui est donc le premier cours de programmation, mais en C++. Donc, avant que vous rentriez à Poly, le premier cours de prog était en C++ et non pas en Python. Ça, je pense que j'avais déjà dit. Et j'avais été longtemps chargé de lab dans ce cours-là. Puis un truc que je demandais aux élèves de faire dans le TD, justement sur les fichiers binaires, parce qu'aujourd'hui j'aimerais ça qu'on fasse des fichiers binaires, c'est de travailler sur des fichiers WAV, autrement dit des fichiers de musique non compressés. Le cimetière, c'est la même chose que la ville dans l'ancienne intro, ça vient de Witcher 3. Parce que j'ai déjà mon template de fait, j'ai juste besoin d'attraper du footage de jeu, de plugger ça, d'éditer la musique, puis pas besoin d'en faire bien plus. Alright. Um, Donc, comme vous pouvez voir, le README a une explication de c'est quoi un fichier WAV. Vous n'avez probablement pas eu le temps de le lire par vous-même parce que j'ai posté ça il n'y a pas longtemps. Fait que ce qu'on va faire, je vais expliquer rapidement c'est quoi un fichier WAV. Mais une fois que je vais avoir fait ça, vous n'aurez pas vraiment besoin d'en comprendre plus. Si vous regardez dans l'exercice, les trucs que je vous demande de faire n'ont pas vraiment rapport spécifiquement au fichier WAV. C'est des trucs que vous êtes capable de faire par vous-même. Ce que je demandais de faire dans le TD, qui était bien sûr un TD de 2-3 semaines, c'était d'écrire from scratch des fichiers WAV. Donc, je leur demandais d'écrire et de lire. Fait que typiquement, le workflow que je demandais, c'était lire un fichier, genre faire des transformations audio dessus, puis ensuite le réenregistrer. Bon, bien sûr, aujourd'hui, on a juste comme 1 heure et demie, on n'aura pas le temps de faire ça. Quel type de fichier devons-nous être en mesure de comprendre? Je te dirais CSV JSON, c'est pas mal l'essentiel. JSON parce que c'est comme ça que tu permets de sauver et de loader des dictionnaires. CSV parce que c'est pas mal la façon la plus simple et lisible pour l'humain de séparer des données dans un fichier et de les structurer. Au-delà de ça, XML, c'est un peu plus compliqué. C'est une structure qui est en arbre, fait qu'on va pas nécessairement voir ça dans le cours. Ou si on vous pose des questions sur les XML, ce ne sera pas des choses que vous auriez dû déjà savoir. Ce que je fais aujourd'hui, les fichiers WAV, c'est pas les fichiers WAV qui sont importants, c'est les fichiers binaires puis la représentation des données dans un fichier binaire. Fait que même aujourd'hui, en fait, on va pas vraiment faire de read et de write parce que ultimement, un fichier binaire, c'est ça qui est important. Ce que je voulais faire, c'était plus travailler avec struct puis travailler avec la représentation des données pour que vous compreniez comment ça fonctionne un fichier binaire puis c'est comment typiquement qu'on va interagir avec. Parce qu'avec Python, étant donné qu'on est dans un langage interprété qui est quand même assez haut niveau, on n'a pas cette manipulation native-là des types sur les bits. On n'a pas la représentation, par exemple, des entiers 32 bits ou des entiers 16 bits. On dit on travaille avec des entiers, on travaille avec des réels. Fait que là, ça va nous forcer à penser un peu plus à la représentation des données, ce qu'on a vu au tout début de la session. Ultimement, bon, des affaires, vous allez manipuler les données puis les bits, tout ça, vous allez en faire encore plus dans le prochain cours de programmation, INF 10-15, où là, vous allez devoir travailler en C++. Et en projet 1, en fait, vous allez rien que faire ça, des bit shift, puis des et, des ou. Mais pour aujourd'hui, je vais juste vous montrer de quoi ça a l'air si on essaye d'écrire dans un fichier binaire, puis comment on représente nos données.
s'ils ne sont pas tout simplement en texte. Alright. On va commencer ça. Donc, c'est quoi un fichier Wave? Tout d'abord, c'est quoi de la musique en numérique? Pour être capable d'exprimer un fichier de musique, pour être capable d'exprimer un signal audio de façon numérique, un signal audio, c'est une onde, right? Puis c'est quelque chose qui est fondamentalement analogique. Le monde dans lequel on vit est analogique. Ensuite, quand on veut mettre ça dans un ordinateur, il faut que ce soit mis de façon numérique, c'est-à-dire des choses discrètes. Donc, quelque chose qui est analogique, c'est quelque chose qui est continu, quelque chose qui est numérique, ça va être typiquement quelque chose qui est discret. Donc, pour enregistrer une onde quelconque, donc un signal audio par exemple, qui est une onde, dans un fichier numérique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'échantillonner. Donc, si j'ai par exemple un sinus, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement échantillonner tout plein de points sur l'onde de façon à ce que si je fais l'interpolation entre les points ou si je fais une interpolation intelligente entre les points, je suis capable de retrouver à peu près le signal que j'avais au début. C'est un peu ça le but de l'échantillonnage. Donc finalement, c'est un peu comme quand on faisait dans les cours de maths, on était capable de faire une dérivée ou une intégrale symbolique. Fait que là, on avait la fonction intégrale qui correspond à la fonction qu'on avait au début. Puis les deux sont continus, les deux sont symboliques. Ou on pouvait faire des intégrales numériques où on faisait des petits morceaux d'intégrales, puis ensuite on les mettait ensemble, puis ça nous donnait le résultat. Ça ne nous donne pas une fonction, mais ça nous donne un gros paquet de points. C'est essentiellement ça. Puis comment on fait ça? Ben, c'est tout simplement, c'est qu'on dit, OK, j'ai mon signal audio, je veux l'enregistrer de façon numérique. La façon la plus efficace de le faire, qui prend moins de place, c'est de l'enregistrer comme un entier. Donc, typiquement, un signal, on va, mettons, considérer que ça va entre moins 1 et 1. Mais là, dans ce cas-ci, on va dire, OK, au lieu d'être moins 1 et 1, ça va être, mettons, moins 32 000 keuks, autrement dit, moins 2 à la 15 à 2 à la 15, 32 000 keuks. C'est ça qu'on dit ici. Donc, finalement, 32 767, ça vaut 1. Autrement dit, amplitude maximale. Puis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que sur mon onde, si je l'encode sur 16 bits, j'ai 16 bits de résolution sur chacun des échantillons. Puis ensuite, ben, étant donné qu'il faut que j'échantillonne, c'est pas juste de convertir la donnée d'une forme à une autre, c'est aussi de savoir combien j'ai d'échantillons par seconde. Et par convention, ben, il y en a plusieurs des conventions, mais j'ai utilisé celle qui est la plus, mettons, de base, c'est-à-dire celle des CD audio, parce que ça date des années 90. Donc, 44.1 kHz, 44 100 échantillons par seconde. Fait que c'est pas mal ce qui explique c'est quoi un fichier Wave. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment besoin de comprendre tout ça pour être capable de faire l'exercice? Pas tout à fait, mais ça aide de savoir à peu près ce qu'on fait. Donc, avant de rentrer dans l'exercice, je vais juste vous faire des exemples sur Struct, qui est une librairie en Python. Ça fait partie de la librairie standard. Ce n'est pas un module que vous devez installer. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est pouvoir enregistrer de l'information sous un format binaire spécifique et, en fait, plus particulièrement, un truc qui correspond au C ou au C++, ça revient au même. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, mettons que je dis que j'ai un entier. Comment je peux enregistrer un entier, mettons que mon entier c'est 42, comment je peux enregistrer 42 dans un fichier? Ben, jusqu'à présent, on l'a enregistré sous une forme quelconque de texte, donc soit sous un CSV où on avait, mettons, 42 dans une colonne séparée par un caractère quelconque. Au dernier cours, on a travaillé avec les JSON où on avait mis ça dans une structure de liste ou de dictionnaire. Fait qu'en réalité, ben là, le 42, c'était, mettons, une valeur associée à une clé ou c'était un élément d'une liste. Mais si je veux l'enregistrer en binaire, il faut que je sache comment j'enregistre les entiers en binaire. Donc, si j'enregistre en texte, tout ce que je fais, c'est que je mets des lettres ASCII. Right? Donc, 42 en ASCII, c'est la lettre 4 suivie de la lettre 2. Si je veux le mettre directement en binaire, donc dans la même représentation que dans la machine, j'utilise, par exemple, struct. Fait que
Si je veux mettre 42 sur 16 bits, autrement dit sur 2 octets, bon, 42, ça rentre sur un octet. Hein. Un octet, ça peut aller jusqu'à 256, 255 en fait. Donc, si 42, ça rentre sur un octet, puis j'essaye de le mettre sur 2 octets, ça veut dire que je vais avoir un octet qui est nul. L'octet de haut ordre, ça c'est un petit rappel de ce qu'on a fait au début de la session. L'octet de haut ordre, donc mettons que je me mets juste un petit commentaire ici. Mettons que je veux 42. Ben 42 en octet, ça va me donner l'octet 42 suivi de l'octet 0. Ah. Ah. Ah oui, en effet. Toutes mes excuses. OK. Ben, anyway, je sais que vous aviez le README devant vous. Là, pas, fait que ça va. OK. Fait que mettons que j'ai 42. 42, ça va me donner l'octet 42 suivi de l'octet 0. Mettons que j'ai, je sais pas moi, 256. 256, dans le fond, c'est 255 plus 1. Right? Fait que dans mon octet de haut ordre, ici, dans mon octet de bas ordre, en fait, 256, non, c'est pas vrai. On va pas le voir comme ça. 256, là, finalement, c'est 2 à la 16. 2 à la 8, pardon. Je me mêle. OK, si c'est 2 à la 8, je peux pas mettre ça sur un octet, right? Il faut que je le mette sur 2 octets. Plus spécifiquement, il faut que je le mette sur 9 bits. En 256, ça donne quoi? Ça donne... Ça, c'est 256. La représentation binaire de 256, c'est 1 suivi de 8 0. 8 0 comme ça. Donc, ça, c'est mon octet de bas ordre, et ça, c'est mon octet de haut ordre. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, ce serait la représentation binaire de la chose. Maintenant, remarquez que l'octet de bas ordre, il est à droite, parce que quand j'écris comme un humain, là, nous autres, dans notre système de notation, on écrit toujours les plus hauts ordres à gauche et les plus bas ordres à droite. Donc, ça, c'est mon octet de bas ordre, ça, c'est mon octet de haut ordre. Qu'est-ce que ça me donne si j'en faisais un tableau d'octets? Bien, mon octet de bas ordre en premier, mon octet de haut ordre en deuxième. Ça, c'est ce qu'on appelle le petit boutisme, que je crois qu'on a vu au premier ou au deuxième chapitre. Ce que ça veut dire, c'est que les bas ordres, est-ce qu'ils sont en premier ou ils sont en deuxième? La majorité des systèmes modernes sur lesquels vous allez travailler, donc sur tous vos laptops et sur la majorité des tablettes aussi, je crois, sont en petit boutisme, mais il y a aussi beaucoup de systèmes qui sont en grand boutisme. Entre autres, tout ce qui est réseau l'est. Fait que ce que ça veut dire, c'est juste que si je veux représenter une donnée sur 2 octets, l'octet de bas ordre, est-ce qu'il est en premier ou en dernier? C'est ce que ça veut dire. Fait que si je l'ai mis en premier, ben 42, c'est mon octet de bas ordre. Mon octet de haut ordre, il est 0. Puis 256, j'ai 0 et 1. Fait que vous comprenez le principe. Fait que si je veux représenter des nombres en binaire, c'est comme ça que je le fais. Parce que c'est comme ça qu'ils sont représentés dans la machine. Comme je vous dis, c'est un gros rappel de ce qu'on a vu il y a genre 1 mois et demi. En fait, de ce qu'on a vu il y a 2 mois. Alright. Maintenant qu'on a compris ça, mettons que je veux utiliser le module struct ici. Struct, il y a 2 affaires principales, 2 fonctions principales qu'on utilise, c'est pack et unpack. Fait que si on regarde des exemples ici, avant même de lire la documentation, on va juste lire des exemples, parce que souvent c'est facile d'apprendre juste avec des exemples. Si je fais pack, je dois lui fournir une string de formatage, hein, un peu comme quand on fait un point format ou quand on formate une string. On a une string qui représente le formatage, puis ensuite des valeurs qui représentent des données à formater. Bien là, c'est un peu le même concept. J'ai une série de lettres qui représentent des représentations, oui, bien sûr, élémentaires, mon cher Watson, ici qui représentent des façons d'encoder les données. Fait que si on regarde dans la documentation, c'est pas parce qu'il faut le savoir par cœur, moi je ne le sais pas par cœur, on voit H, ça veut dire short, puis ça c'est l'équivalent en C. L'équivalent en C ici n'est peut-être pas le plus important, c'est plus de regarder c'est quoi le type en Python, donc c'est un entier
et encodé sur 2 octets. Donc, 16 bits étant 2 octets. Donc, si je veux faire ce que j'ai fait ici, puis que je veux le mettre sur 2 octets, ou vice-versa, que j'ai 2 octets que je veux extraire puis mettre ça dans un entier en Python, je vais le faire avec pack et unpack, et par exemple avec hash. Fait que le gros défi, finalement, en se servant de Python struct, c'est juste de regarder dans ce tableau-là et de savoir c'est quoi exactement qu'il faut qu'on utilise comme type. On va faire des petits exemples. Fait que ici, je vais juste comme désactiver tout le reste de mon code, qui est du code que je vous ai fourni, mais qui ne fonctionne pas si on n'a pas fait le reste de l'exercice. Fait que mettons que je veux enregistrer 42 dans un fichier. Alright. Si je veux l'enregistrer en 16 bits, bon, je regarde, ou en fait en 32 bits, tiens, je vais me mettre une valeur en 32 bits. C'est comment que je peux mettre 32 bits? 32 bits, c'est 4 octets, OK. Puis là, je dois choisir s'il est signé ou non signé. Fait qu'on se rappelle que ce que ça veut dire, c'est est-ce que j'applique le complément à 2 ou pas? Fait qu'on va y revenir. Donc, mettons struct. Là, je vais faire un print de ça, en fait. Donc, struct.pack. Qu'est-ce que je passe à pack? Une string de formatage. Fait que je vais mettre, mettons, hash. Puis qu'est-ce que je mets ensuite? C'est la liste des valeurs qui vont correspondre à ce qu'il y a dans ma string de formatage. Donc, V1, V2, etc., c'est quelque chose de variadique. Alright. Moi, j'ai dit que je voulais mettre 42. Fait qu'ici, je mets un entier. Ça représente un entier. Il faut que les types matchent. OK, OK. Qu'est-ce que me retourne pack? Il me retourne un tableau de bytes. Donc, ça, je pense qu'on ne les avait pas vus encore. On a toujours travaillé avec des strings, mais là, on va travailler avec des tableaux de bytes. Donc, le type bytes, comme ça, c'est comme une string, mais avec des octets au lieu d'être avec des caractères Unicode. OK, on va voir qu'est-ce que ça me donne. Non, je ne veux pas que tu partes. Ah ouais, ici, on va mettre des petits passes, parce que j'en avais pas mis. Donc, ça, j'imagine que ça compte comme une erreur. Donc, on va incrémenter notre compteur. Le compteur est toujours là. OK. Qu'est-ce que 42 me retourne? Ça me retourne un byte comme ça, qui est le caractère étoile. Fait que là, il a essayé de me l'afficher en ASCII. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais, mettons, les convertir en entier. Fait que int b for b in ça. Donc, on comprend ce que je viens de faire. Je viens de créer une liste d'entiers où chacun des éléments, c'est le byte que j'ai là-dedans, mais converti en entier pour qu'il l'affiche sous forme entière et non pas juste sous forme ASCII. Parce qu'un byte, ça ressemble plus à une string qu'à un tableau. Ça a à peu près les mêmes méthodes qu'une string. Donc, mettons que j'essaie de faire ça. Donc là, ça me donne 42 0. Mon octet de bas ordre, c'est 42. Mon octet de haut ordre, c'est 0. Mettons que j'essaie avec 256. Ça me donne 0, 1. Le même exemple que j'ai fait tout à l'heure. Puis mettons que j'aurais 257 ou 258, ça devrait me donner 2, 1. Et voilà. OK. Puis mettons que je veux faire le contraire. Ben, j'utilise le unpack. Fait qu'on va aller regarder dans la doc. Qu'est-ce que veut dire unpack? Comment on s'en sert? Donc, unpack, c'est on lui fournit encore là une string de format et un buffer qui doit être un tableau de bytes, un tableau d'octets. Ce tableau d'octets-là, ben justement, ça pourrait représenter le contenu d'un fichier binaire. Fait que si je veux savoir qu'est-ce que les bytes 42 0, si je convertis ça en un entier, ou mettons les bytes 2, 1 convertis en un entier de 16 bits, qu'est-ce que ça me donne comme valeur? Ben, je peux faire struct.unpack
Puis là, mettons, je vais mettre H parce que je veux que ce soit sur 16 bits. Puis ma valeur, ici, mon buffer, ça va être, mettons, 2,1. Donc, 2,1 qui représente un tableau d'octet. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Ah oui, comme j'ai dit ici, je viens juste de le dire, puis j'ai réussi à quand même pas le faire. Il faut que ce soit un tableau de bytes. Fait qu'on prend notre liste, puis on la convertit en objet bytes. Donc, ici, qu'est-ce que ça fait quand on convertit une liste d'entiers en un byte, en chaîne de caractères? Ben, ça fait juste ça, c'est que ça prend la valeur numérique de chacun des éléments de la liste et ça la met comme avec la même valeur numérique dans un tableau de bytes. Fait qu'ici, 2, ça va donner la valeur 2 et non pas la lettre ASCII 2 qui n'est pas le code 2. Fait que mettons que j'essaye ça. Ça me donne 258. Comme ça ici. Pourquoi ça me donne un tuple de 258? Ben, c'est parce que si on regarde dans la documentation, il nous dit que ici, on n'est pas obligé d'en faire juste un à la fois. Là, on pourrait faire, mettons, une série d'octets comme ça. Fait que, mettons que j'en aurais 3. 2, 1, mettons 42, 0, puis 0, 1. Autrement dit, ça devrait me donner 258, 42, 256. 258, 42, 256. Fait qu'il me retourne un tuple qui représente toutes les valeurs qu'il a pu décoder avec ce format-là. Puis il faut que le tableau de bytes qu'il y a ici ait une taille qui soit appropriée. Donc, il faut qu'il y ait exactement le bon nombre d'éléments. Fait que c'est pas mal ça pour utiliser struct. C'est comme ça qu'on fait pour convertir du format Python. Tu sais, Python, ultimement, c'est écrit dans la mémoire, puis mettons que c'est un entier. Dans la mémoire, il va être écrit comme un entier, mais vous ne le manipulez pas directement. Ce que vous manipulez, c'est des références puis des objets. Ce que ça vous permet de faire maintenant, c'est de convertir ça dans leur représentation binaire de la même façon que vous l'auriez si vous étiez en train de programmer en C ou en C++. OK. Maintenant qu'on comprend ça, on va assumer qu'on a compris ça. On va commencer à faire l'exercice d'aujourd'hui. Donc, les premières étapes, c'est pas nécessairement des affaires de struct puis de représentation, c'est juste de la manipulation de listes parce que c'est toujours important de bien comprendre comment manipuler des listes. Fait qu'on va en faire encore aujourd'hui. Alright. Fait que si ici j'ai plusieurs channels, pourquoi j'aurais plusieurs channels? Dans un fichier Wave, qui est un fichier de musique, on pourrait avoir des fichiers qui sont stéréo, ou des fichiers qui sont 5.1, ou des fichiers qui sont 7.1. Vous comprenez, c'est des fichiers qui ont plusieurs channels, plusieurs canaux qui jouent en même temps. Puis chacun des canaux, ben, ça pourrait représenter, mettons, chacun des écouteurs. Le plus typique, c'est stéréo, donc on a gauche et droite. Puis ensuite, pour le surround, on en a genre 6 ou 8, me semble. Puis comment c'est écrit dans le fichier, c'est plutôt que de mettre chacun des channels, donc la liste des échantillons qui représentent un channel, donc que contient plutôt un channel, plutôt que de mettre un channel au complet, suivi d'un autre channel au complet, fait que ça aurait l'air de, mettons, quelque chose comme... Mettons que j'ai mon channel A, mettons que j'ai le channel L et j'ai le channel R, parce que j'ai gauche et droite. Comment c'est représenté dans le fichier? C'est que j'ai l'échantillon 0 de L suivi de l'échantillon 0 de R, suivi de L1, suivi de R1. Fait qu'autrement dit, l'échantillon I que je dois jouer, ben, ceux de chacun des channels, l'échantillon I de chacun des channels sont collés ensemble. Fait que plutôt que d'avoir un channel au complet d'un coup suivi d'un autre channel au complet d'un coup, je les ai comme ça, comme entrelacés entre chacun. Fait que ce que ça me permet de faire, c'est que si je veux jouer le fichier de musique, j'ai juste besoin de le lire linéairement. Fait que mettons que je suis rendu à l'échantillon 1, ben je sais que là, j'ai mon échantillon 1 du L, je l'envoie dans le droite, je l'envoie dans le gauche plutôt. Puis ensuite, j'ai mon échantillon R. Du même instant, je l'envoie dans mon canal de droite. Et ainsi de suite. Fait que mettons que vous avez ici en entrée une liste
de liste d'échantillons. Fait que nos échantillons, pour aujourd'hui, on va travailler avec des réels parce que c'est pas mal ce qui est le plus courant. Quand vous êtes en train de manipuler un signal, typiquement, vous allez le manipuler comme un réel juste parce que c'est plus facile de manipuler des nombres réels. Tu sais, vous pouvez faire vos sinus, toutes vos patentes. Puis ensuite, quand vient le moment de l'exporter, ben c'est là qu'on va le convertir en entier, mettons sur 16 bits, puis on va dire que ça va de moins 32 000 à 32 000. Fait que la première fonction, c'est de faire exactement ça. Ça, c'est une liste de listes d'échantillons. Donc, chacun des channels ici représente une liste. Puis moi, ce que je veux, c'est les merger ensemble pour que j'aille exactement la chose que je viens de dire, c'est-à-dire l'échantillon I de chacun des channels, chacun ensemble, collé, suivi d'un autre. Donc, ça doit être une liste à une dimension. Fait que je vais vous laisser faire ça, parce que je sais que vous êtes capable, même si ça ne fait pas vraiment partie de la matière du chapitre 8. À un moment donné, il faut être un peu plus holistique dans notre approche. Fait que je vais vous laisser faire ça. Et on se donne, mettons, 2-3 minutes. Vous êtes capable, c'est rien de compliqué. Petit indice, vous avez Zip qui existe. Et vous avez la compréhension de liste si vous êtes capable de le faire. Alright, on essaie de faire ça. Dans le fond, on va faire les deux fonctions une après l'autre parce que les deux sont essentiellement la même chose. L'une est l'inverse de l'autre. OK. Ça, c'est une liste d'échantillons. Puis moi, je veux être capable de traiter le IM élément de chaque liste, mais pour toutes les listes en même temps. Ben, clairement que Zip me permet exactement de faire ça. Hein? Fait qu'on ne s'en sort pas de Zip.
OK, fait que, mettons, je vais commencer par dire pour, mettons, chaque liste de samples dans... Puis là, je vais, mettons, plutôt pour chaque sample, oui. Dans zip, comme ça ici. Puis qu'est-ce que je mets dans zip? Ça va être ma liste au complet ici. Fait que ma liste ici, je ne veux pas la mettre directement dans zip, je veux la développer, je veux la unpack. Donc, je vais mettre étoile channel. Qu'est-ce que ça fait étoile channel? On se rappelle que ça va prendre la liste, puis ça va faire à semblant que j'ai passé chaque élément de la liste. Donc ça, c'est une liste de listes. Donc ça a passé chaque élément de la liste comme étant un paramètre différent. Fait qu'ici, si j'avais 3 trucs dans ma liste, donc j'avais 3 listes dans ma liste, ben ça l'aurait passé comme 3 arguments différents. Juste un petit truc qu'on se rappelle qu'on peut utiliser. OK? Fait que là, samples, ça représente quoi? Ça représente un tuple où l'élément 0 est l'élément i, c'est im élément dans mon itération de la première liste, l'élément 2, l'élément 1 de la deuxième liste, etc. Fait que déjà en partant, j'ai pas mal ce que j'essaye d'avoir, right? Bon, ici, je voudrais mettre ça dans un résultat. Fait que je vais commencer par me construire une liste vide ici. Puis là, je voudrais, mettons, faire result.append. Puis là, je voudrais, mettons, mettre l'élément 1, l'élément 0, l'élément 2. Je pourrais faire tout simplement plus égal samples, puis convertir ça en liste. Ou je pourrais faire une deuxième boucle. Donc, for sample in samples. Mettons result.append sample. Donc ici, on va l'appeler, mettons, ouais, samples. Samples, c'est un bon. OK, puis ensuite, je return result. Ça ressemble à pas mal toutes les compréhensions de liste qu'on a faites jusqu'à présent. On est capable de faire ça en juste une ligne. Puis comment on le ferait, c'est return. Puis là, je prends ma liste comme ça. Qu'est-ce que je mets ici? Je mets ce qu'il y a à l'intérieur du append. Puis là, dans quel ordre je mets mes boucles? C'est dans le même ordre qu'elles sont ici. Fait que je mets ma boucle la plus haute comme ça, puis je mets ma boucle la plus basse comme ça, et ainsi de suite. Fait que je peux le faire de même. Fait que ça marche aussi bien que ça. En supposant que je n'ai pas fait de niaiserie, bien évidemment. OK. On va s'écrire un petit test vite pour ça. Fait que mettons ici, donc mettons print merge channels. Puis on va se mettre, mettons, 2 channels. Un channel qui va faire 1, 1, 2. Donc pour le channel 1, puis 2, 1, 2, 2 pour le channel 2. Puis ce qu'on veut obtenir, là, ce serait 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2. N'est-ce pas? Si j'ai parenthèse qui manque. Ouais, ici j'ai un crochet qui manque. Donc, qu'est-ce que ça me donne? 1, 1, 2, 1. Autrement dit, l'élément 1 du channel 1 et du channel 2. 1, 2, 2, 2. L'élément 2 du channel 1 et du channel 2, etc. Maintenant, je fais l'inverse. Excusez-moi. Réexpliquer l'étoile et le zip. Zip, ça... Mettons que vous avez plusieurs listes, là. OK, mettons que... OK, je vais faire un exemple très rapidement parce que j'ai quand même expliqué zip plusieurs fois dans le cours. Mettons que j'ai L1 égale 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 3. L2 égale 2, 1, 2, 2, 2, 3. Non, ici, 1, 1. Puis j'aurais L3 comme ça, mettons. Quelque chose de même. Mettons que ce que je veux faire, c'est in
range length L1. Print L1. Puis mettons ici, je pourrais mettre F. Comme ça. L1 I. L2 I. Et L3 I. OK. Mettons que je prends ça, je mets ça en commentaire. J'ai oublié de faire mon format ici, ça aiderait. Hein? En fait, je vais mettre mes expressions directement ici, ça va aller mieux. Comme ça. OK. Mettons que c'est ça que je veux faire. Qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir ça? Ben, c'est que j'ai utilisé un index. Puis cet index-là, ben, j'ai fait, mettons, L1I, L2I. J'ai utilisé le même index pour le même élément dans chacune des listes. Ça marche de faire ça, mais seulement si vous avez des listes dans lesquelles vous pouvez utiliser des index. Mettons que vous avez des dictionnaires, ça ne marche pas de faire ça, mais vous êtes capable d'itérer dans des dictionnaires. Ben, de faire zip, fait que mettons pour... Mettons, on va l'appeler E1, E2, E3. In zip L1, L2, L3. Puis là, ici, je peux faire print E1, E2 et E3. C'est essentiellement zip. Puis ensuite, l'étoile, ben, l'étoile, ce que ça fait, c'est que ça fait à semblant que la liste que j'ai ici, c'était des paramètres séparés. Fait que c'est comme... Fait que si, mettons, channel, c'est quoi que j'ai passé à mon merge channels ici? J'y ai passé une liste de 2 listes. Fait que c'est comme si j'avais passé les 2 listes en paramètres séparés dans zip ici. Fait que là, j'en dis pas plus. Là, si vous n'avez pas encore compris, là, il y a plein de ressources sur Internet. Puis vous pouvez toujours aller regarder les petits exemples qu'on avait fait là-dessus avec les listes plus tôt dans la session. All right. Maintenant, faire l'inverse. Bon. Donc, j'ai le résultat, mettons, de cette fonction-là. Puis je veux aller séparer les channels. Bon, bien sûr, il faut que je sache il y a combien de channels. Puis là, je veux mettre, mettons, l'élément I dans un tableau séparé. Puis là, j'aurais, mettons, tout le channel 0 dans son propre tableau. On va retourner ça sous forme de liste de listes. Donc, on va se faire une liste ici, une liste vide. Puis là, on pourrait, mettons, dire pour I in range num channels. Donc là, on y pense un peu. Je veux que le contenu, mettons, de l'élément 0 de channels, ce soit tous les éléments. Ça serait, mettons, le premier élément. Si j'ai... OK, je vais faire un exemple. Je pense que ça va être plus simple. Mettons que j'ai la même chose que j'ai là. Mettons que ce que je veux obtenir, c'est ça. Moi, je voudrais obtenir une liste qui contient ces 3 affaires-là. De même. Mettons. Donc, moi, ce que j'aurais comme liste au départ, ce serait et ainsi de suite. Je vais le faire juste avec 2 éléments comme ça. Donc, j'ai ça au début. Puis, ce que je veux obtenir, c'est
ça ici. Comment je vais faire ça? Ben, je dis, je vais avoir une liste, là, elle va avoir l'élément 0 suivi de l'élément 2, 1. Donc, ça va être l'élément 1, 1 suivi de... non, ici, pardon, c'est pas la bonne structure. Avec 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 3. Donc, ici, j'aurais 1, 1, 1, 2, 1, 3. Puis l'autre liste, ce serait 2, 1, 2, 2, 2, 3. Fait que si je veux sauter un élément, autrement dit avoir un step de 2 pour une liste, puis dépendamment de où je commence à le faire, ben c'est là que c'est ce qui détermine quel channel je suis en train de traiter. Fait que si je suis un peu intelligent, là, ce que je peux faire, c'est du slicing. Fait que je ferais, mettons, channels plus égal pour ajouter une liste. Puis la liste, ça va être samples, donc le tableau complet. Il part de I, donc je suis au channel I, il va jusqu'à la fin avec un step. Si j'ai deux listes ici, si j'ai deux channels, je vais avoir besoin d'un step de 2 pour sauter un élément à chaque fois. Si j'en avais 3, j'aurais besoin d'un step de 3 pour sauter 2 éléments à chaque fois. Fait qu'ici, le step de mon slicing, ça va être mon nombre de channels. Puis ici, je pourrais, mettons, faire return channels comme ça. Samples est là, ouais. Augmented assignment. Oh, yeah. OK. C'est quoi les problèmes? C'est quoi les problèmes? Chat, je suis aveugle, là. Je sais pas pourquoi je trouve pas... je trouve pas c'est quoi l'erreur ici. Ah, j'avais un caractère bâtard ici. Et voilà. OK. Alright. Maintenant, si j'ai fait mon merge ici, mettons que je fais mon separate. Puis là, ça tombe que je m'étais déjà fait un beau petit exemple ici, que je vous ai fourni. Donc, je passe le nombre de channels, puis je vois qu'ici, ça marche. Fait que ça ici, c'est plus bon. Donc, si je sépare les channels de ce truc-là, oui, plutôt ça, en effet. Ça aiderait. De même. OK. On va l'avoir. Oh, yeah. Encore une autre petite erreur. OK, là, on l'a. Donc ici, j'avais juste oublié de mettre les crochets autour. Pour être sûr que ça crée bel et bien une nouvelle liste. OK, fait que là, on a nos channels, ça va. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ça, c'était du chapitre 5. Bref, c'était de la compréhension de liste. Là. Mais c'était un peu étrange, on n'avait pas fait ça avant. OK. Maintenant, avant de prendre une pause, je vais faire avec vous le générateur de sinus. Non, mais pourquoi on essaye de faire un générateur de sinus? C'est parce qu'on va tout simplement se créer un fichier dans lequel on va mettre ici des notes musicales sur une onde parfaite, là, donc sur une onde sinusoïdale, parce que c'est plus simple comme ça. On aurait pu faire une onde carrée, on aurait pu faire n'importe quoi, mais on va faire une onde sinusoïdale parce que c'est simple.
Donc, on se rappelle tous de c'est quoi la formule d'une onde sinusoïdale en fonction de sa fréquence et de son amplitude. Donc ici, c'est Y égale l'amplitude fois sinus de la fréquence fois X, X étant l'échantillon, donc étant le temps finalement. Bon, ici, on dit nos nombres réels sont entre 0 et 1. Puis qu'est-ce que je dis de faire? C'est de générer une onde. Ici, je veux générer des échantillons. Donc, je ne veux pas retourner une liste d'échantillons, je veux les générer. Donc, je vais faire des yields. Fait que mettons que je fais pour E in range. Qu'est-ce qu'on me passe en paramètre? C'est une durée en secondes. Moi, je veux un nombre d'échantillons. Si on regarde dans les constantes que j'ai ici, j'ai mis c'est quoi la fréquence d'échantillonnage. Donc, 44,1 kHz, ça veut dire que pour chaque seconde, j'ai 44 100 échantillons. Fait qu'ici, je dois devoir générer 44 100 fois le nombre de secondes. Donc ici, sampling frec temps fois la durée en secondes. Oups. OK. Ça me donne le nombre d'échantillons que je vais devoir générer. Mettons, juste pour être sûr, on va convertir ça en int, parce que la durée en secondes, ben, ça va être un nombre réel, bien évidemment. Donc, 0,5 secondes, c'est 500 millisecondes, vous comprenez. Là, je fais un yield, puis qu'est-ce que je mets dans mon yield? C'est la formule que je viens de dire. Donc, Y égale A fois sin de F fois X. On ne va pas mettre de offset ici. Donc, mon amplitude, c'est un paramètre. Fait que ça, c'est mon A. Fois sin de la fréquence. Fois... Puis là, ici, le X, n'oubliez pas, là, on est dans un sinus. Fait qu'il faut d'abord mettre ça en radian. Puis un radian, ben, ça tombe que... Si on y pense un petit peu, là, un 1 Hz, ça veut dire qu'on a juste un cycle au complet sur 2π. Donc, finalement, si je divise I par mon sampling frec, ça me donne je suis à quelle position dans une seconde. Fait qu'on fait, mettons, la seconde où on est rendu. Donc, la seconde où on est rendu, c'est I divisé par sampling frec. Ça fois 2π. Donc, 2 fois math.py. Puis, mettons, ouais, j'ai pas vraiment besoin de faire autre chose. OK. Comme ça. Frec fois I. Ah, je vais mettre ma parenthèse de même ici, de même. Comme ça. All right. On va voir qu'est-ce que ça peut me donner. En théorie, bon, là, ça va être un peu dur à afficher, fait qu'on va tout simplement assumer que ça marche. Là. Je l'ai fait devant vous, puis au pire, si ça ne marche pas, ben, il y a un petit compteur qui va s'incrémenter. Separate channels, là, ben, c'est ça ici. Ça pourrait se faire en... Tu sais, mettons que je décide... Tu sais, ici, j'ai juste fait .append comme ça. Comment je le convertis vite en compréhension de liste? Return. Puis là, ici, je vais mettre ça comme ça. Pour la boucle que j'ai ici. Et voilà. Et ça marche encore. All right. Donc, on prend une pause de, mettons, 8-9 minutes. Donc, là, en ce moment, il est 39. Fait qu'on va se revoir, mettons, dans un peu moins de 10 minutes. Puis, on va faire le reste. Le reste est pas super compliqué. Là. Les deux se font sur comme une ligne. Mais vous allez voir qu'il faut comme savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc, on se revoit dans 10 minutes.
Alright, on va recommencer. Donc, maintenant qu'on a fait pas mal tout ce qu'on a besoin de faire pour être capable de manipuler nos listes de samples, ben maintenant, il faudrait être capable de les sauvegarder et de les extraire. Donc, si je veux... Ultimement, c'était quoi le but de faire tout ça? C'était de produire un signal audio ou d'être capable de traiter un signal audio. Donc, convert to bytes, convert to samples. Pourquoi? Si on regarde dans la documentation de la librairie Waves, que j'ai mis ici, de la librairie Wave, qui est encore là, fait partie de la librairie standard, ce n'est pas un truc que vous aviez besoin de télécharger. Donc, si, en fait, j'ai mis le lien dans le README, comme ça. Qu'est-ce qu'on vous demande de passer? Donc, mettons que j'essaye d'écrire un fichier Wave. Ben, c'est quoi un fichier Wave? C'est finalement un paquet d'entêtes. C'est un fichier binaire. Il n'y a pas de texte là-dedans. Puis c'est un paquet d'entêtes qui représente les métadonnées, si on veut, sur le flux d'informations qu'il va avoir, donc le signal audio. Puis c'est des choses comme le nombre de channels qu'il y a, c'est quoi la fréquence d'échantillonnage, parce que lui, s'il veut ensuite reproduire le signal audio. Moi, ici, j'ai créé, mettons, ma fréquence, j'ai créé mon onde sinusoïdale. Fait que, mettons, dans le main ici, j'ai mis 220 Hz. 220 Hz, c'est exactement un La3, parce que, tu sais, c'est la moitié de La4, puis on tune pas mal tout à La égale 440. Fait que mettons que j'ai mon onde sinusoïdale ici à 220 Hz. Comment ensuite le player, si je le fais jouer dans VLC ou dans n'importe quoi, comment il fait pour savoir que c'est comme ça qu'il doit le représenter? Ben, il doit savoir c'est quoi la fréquence d'échantillonnage avec laquelle ça a été représenté. Il doit savoir le nombre de channels qu'il y a, est-ce que c'est mono, est-ce que c'est stéréo, et d'autres trucs comme ça. Donc, si on regarde dans la doc, ici, il faut mettre plusieurs paramètres, dont le nombre de channels, c'est quoi la taille d'encodage de nos trucs. Donc là, à date, on travaillait juste avec des réels, mais une fois qu'on veut l'enregistrer, on veut remettre ça sur des entiers. Puis les entiers, ben nous autres, on va les mettre sur 16 bits parce que, comme j'ai dit, c'est ça le format standard des CD. Fait que ça, c'est comme pas mal le dénominateur commun de tous, là, parce que c'est vieux, puis c'est pas mal le premier format numérique populaire d'enregistrement de signal audio, le CD. Donc, 44.1 kHz, 16 bits. Donc, je mets le nombre de channels. Fait que je crée mon objet ici avec le point open. Donc, mon point open ici, ça va être un nom de fichier, puis je le mets en write. Mettons que je veux créer mon fichier. Mettons que je veux créer, comme j'ai fait là, une tune, donc un fichier audio qui va être une fréquence de 220 Hz pendant 3 secondes, puis une fréquence de 220 Hz fois plus une quinte juste pendant 3 secondes. Donc, juste un petit fichier où je vais avoir une quinte juste à travers mes deux oreilles. Une quinte juste en intonation juste ici, bien sûr, parce que j'ai utilisé des ratios simples. OK. Puis comment je manipule ça? Je mets mon nombre de channels, je mets mon sample width, autrement dit, combien de bytes chacun des samples va faire. Nous autres, on a dit que c'était 16 bits, donc 2 octets. Puis le frame rate, c'est la fréquence d'échantillonnage, c'est-à-dire 44.1 kHz. Fait que là, ici, il faut le mettre en Hertz. C'est en FPS ou en Hertz, là, finalement, c'est la même chose, nombre de cycles par seconde, donc 40 100. Ensuite, on pourrait mettre set end frames, mais on pourrait tout simplement ensuite faire write frames. Puis write frames, ce que ça fait, c'est qu'on lui passe un flux de samples encodé sur la bonne chose, donc dans notre cas 16 bits, avec le format ici là, par channel, comme on a fait dans la toute première fonction. C'est pour ça qu'on a fait ces fonctions-là. C'est pour être capable de, avoir nos channels, les merger ensemble comme lui s'attend à les mettre dans le fichier, parce que dans le fichier audio, c'est comme ça qu'ils sont enregistrés. Puis une fonction pour être capable de générer un signal. OK. Mais ça, je l'ai fait pour vous. Manipuler à la librairie Wave, je l'ai fait pour vous parce que c'est pas super pertinent. Ce qui est pertinent, c'est de prendre votre séquence de samples, qui sont des réels, et de convertir ça en un tableau de bytes qui sont des entiers 16 bits qui l'encodent. Donc, pensez à comment on a fait ici.
Mettons que je veux un entier 16 bits, j'avais utilisé hash. Puis là, il faut que j'y passe un entier, mais hash, c'est quoi? Hash, est-ce que c'est signé ou c'est non signé? Hash, c'est signé. OK, parce que mes samples, tu sais, des échantillonnages, mon onde sinusoïdale, elle va dans le négatif, elle va dans le positif. J'ai besoin des choses qui sont signées. OK? Je sais que si je fais un pack avec hash, puis je lui passe un entier, ça va faire ce que je veux. Ça va l'encoder sur 2 octets. Comment je fais pour générer mon entier, puis ensuite comment je fais pour me servir de ça, puis de le mettre dans une liste appropriée, c'est la prochaine étape. Donc, je vous laisse essayer ça. L'indice que je vous donne ici, en fait, c'est pas vraiment un indice, je vous rappelle que les échantillons en réel sont entre moins 1 et 1, et on veut prendre la plage de moins 1 et 1 et la transposer sur la plage moins max sample value, autrement dit moins 32 000 à 32 000. Ça, c'est juste 2 à la 15 moins 1, hein, parce qu'on est en signé. Ici, ce n'est pas tout à fait vrai. Là. Quand on est dans négatif, il y en a un de plus que dans les autres, mais on s'en fout. Là. Tout le monde le fait comme ça anyway. OK. Fait qu'on essaye de mapper ça, puis ensuite, on essaye de mettre ça dans un tableau de bytes. Fait que ce qu'il faut retourner ici, c'est bel et bien un tableau de bytes qu'on pourrait écrire directement dans le fichier, parce que c'est ça que la fonction writeFrames fait essentiellement. Elle prend votre tableau de bytes, elle le met au bon endroit dans le fichier, en générant les entêtes pour vous. Donc, je vous laisse un bon 5 minutes pour y penser, et peut-être que les plus braves seraient capables même de commencer à l'écrire. Puis ensuite, on va le faire ensemble. Puis on va voir qu'une fois qu'on a fait ça, ben, faire l'inverse est très facile à faire. Donc, on se donne un petit moment pour faire ça.
Alright. On va reprendre. Je ne sais pas si vous avez été capable de faire une ébauche de solution. C'est pas, ça prend comme 2 lignes, mais il faut y penser. Fait que c'est une nouvelle chose. Comme je vous dis, à quel point est-ce que struct va être dans la matière du cours, c'est pas tant ça qui est important. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est en train de manipuler des octets. Puis struct est une bonne façon de manipuler des octets puis de convertir entre des formats de données. OK, donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai plusieurs choses auxquelles il faut penser. On va commencer par la partie facile, c'est-à-dire si j'ai une valeur entre moins 1 et 1, donc une valeur réelle entre moins 1 et 1, et je veux mettre ça sur un entier entre moins x et x ici. Ben, je peux tout simplement faire, ici j'ai fait moins max sample value, donc mettons mon sample encodé, mon sample en entier plutôt. Ce serait mon sample réel fois ma valeur maximale. Fait que si mon sample réel est moins 1, ça va me donner moins max sample value. Si ça donne 1, ça donne ça. Puis si ça donne 0, ça donne 0. Vous comprenez le principe. Fait que c'était juste tout simplement de multiplier les deux ensemble. OK. C'est quoi l'autre chose à laquelle il faut penser? C'est comment, mettons que je l'ai, là, mon sample entier. Fait que c'est bon, ça, je veux l'encoder sur 16 bits. Fait que nécessairement, étant donné que je l'ai borné entre moins 32 000, autrement dit, moins 2 à la 15 et 2 à la 15, les deux moins 1, je sais qu'il va rentrer exactement sur 16 bits. Fait que je fais la même chose que j'ai fait ici, c'est-à-dire, mettons, mon sample encoded sample. Fait qu'ici, je vais, même si ça fait des erreurs de syntaxe, je vais les laisser comme ça. Donc, encoded sample, ça donne struct.pack. Puis là, je regarde dans la documentation, je veux un 16 bits signé. Un 16 bits signé, c'est un hash. Donc, comment je fais pour regarder ça dans la doc? Je dis, je veux un 16 bits. 16 bits, ça veut dire 2 octets. Fait que si je regarde entier, OK, dans tous les integers, celui qui correspond à la taille que je veux, c'est 2. Et je veux un signé, donc short ici, puis unsigned short, ben vous avez compris que c'est signé et non signé. Même si vous n'avez pas fait du C, vous êtes capable de l'inférer assez facilement. OK, donc je sais que je vais mettre hash. Puis ici, qu'est-ce que je dois y passer? Ben, c'est la valeur de mon sample en entier, donc j'ai mon integer sample ici. Fait que ces deux étapes-là, ça permet de passer de un sample réel à un sample encodé qui est prêt à être écrit dans le fichier. Mais bien sûr, je n'ai pas un seul sample à faire, j'en ai une liste. Fait que ce que je peux faire, c'est prendre tout ça, le mettre dans une liste. Donc, pour chacun des éléments ici dans samples, donc pour, mettons, sample in samples, puis là, ben, moi, ultimement, ce que je veux, c'est retourner un tableau de bytes qui contient tout ça, n'est-ce pas? Fait que ici, je vais me faire, mettons, un data égale bytes vide, donc pas crochet vide, mais bytes vide, parce que je veux bel et bien un tableau de bytes, parce que c'est ça qu'il faut que je retourne. Ben, ça, c'est quoi, en fait? Ça, c'est un tuple. Non, pardon, c'est un bytes. Ça, struct.pack, si on regarde dans la doc, là, rapidement, ça retourne un tableau de bytes. Fait que je veux prendre encoded sample, qui va être un tableau de 2 bytes, et le concaténer à data. Fait que je fais, mettons, data plus égal encoded sample, ou plutôt data.append, pardon. Non, data plus égal, pardon. J'ai une liste d'éléments. OK? Puis ensuite, je fais, mettons, mon return data. Fait que ça, c'était la façon d'y penser. Fait qu'il faut essayer de penser quand même en étapes. Vous voyez que c'est pas difficile comme exercice, là. C'est juste qu'il faut penser par étapes. Donc, première étape, convertir de réel à entier. Ensuite, convertir de entier à octet encodé. Puis ensuite, mettre ça dans mon tableau. Est-ce que je suis capable de prendre tout ça puis de mettre ça dans une... Est-ce que je serais capable de faire une compréhension de liste avec? Bien sûr, mais c'est correct. Là, on a fait une coupe ici, on va prendre un break.
parce que ça ferait une compréhension de liste à 2 niveaux, là, puis ça ne sert pas à grand-chose. OK? Fait que, mettons, on essaye avec cela. On a tout le code qu'il faut pour être capable d'écrire un fichier à partir d'un tableau d'échantillons généré. Fait que si je vais dans le main ici, j'ai ouvert mon fichier. Fait que ce que j'ai mis, c'est dans le dossier output. Fait que ici, j'ai créé un dossier output au cas qu'il n'existe pas. Fait que dans ce dossier output, je me fais un perfectfifth.wave, autrement dit can'tjust.wave. Je lui dis 2 channels, donc je vais le mettre en stéréo. Je lui dis des samples de 2 octets, donc de 16 bits. Je lui mets ma fréquence d'échantillonnage. Et mon nombre de frames, ben ici, je n'ai pas vraiment besoin de le mettre. Il va l'inférer à partir du nombre de bytes que tu lui donnes. On peut le mettre en commentaire. OK. Ici, je génère mon onde sinusoïdale. Donc, je dis S pour S dans Sine. Fait que ça me retourne des réels. Là, je suis encore en train de travailler avec des réels. Ça va me donner mon onde sinusoïdale pour La. Puis ça va me donner mon onde sinusoïdale pour Mi. Donc, une quinte juste au-dessus. Ici, on voit que je n'ai pas mis le même volume parce que les ondes sinusoïdales plus aiguës ont plus d'énergie que les plus graves. Fait qu'il faut s'ajuster un petit peu parce que sinon, la aiguë va avoir l'air d'être plus forte que l'autre. C'est de l'audio numérique, là. Occupez-vous pas de ça. Ensuite, là, ça, c'est tout le contenu de mon channel 1. Le channel 0 ou le channel 1, là, peu importe. Le channel le plus petit, c'est gauche, puis le channel le plus grand, c'est droite. Fait que le channel 0, ce serait, mettons, le channel de gauche, puis ça, ce serait le channel de droite. Là, il faut que je les mette ensemble pour qu'ils puissent les écrire. Donc, je commence par faire mon merge channel. C'est pour ça que j'ai fait cette fonction-là. Là, je travaille encore avec des réels. Fait que là, j'ai fait mon merge. Les trucs sont dans le bon ordre, mais c'est encore des nombres réels. Fait que ce que je veux, c'est passer de mes samples réels à mes samples encodés. Fait que c'est pour ça que je fais convert to bytes, qui va me donner ensuite, c'est ça, qui va me donner les octets que j'ai besoin d'écrire. Puis comment je les écris? Je fais write frames, qu'on regarde dans la doc, puis ça nous dit qu'il faut lui passer le tableau d'octets tel qu'il doit être écrit. Puis si on fait write frames comme ça, il va automatiquement mettre le nombre de samples comme il faut à partir des données qu'il y a là-dedans. Ou, disons, on l'espère. Fait qu'on va s'essayer avec ça. J'ai probablement fait une niaiserie. C'est normal que ça prenne du temps. Required argument is not an integer. Required argument is not an integer. Oui, parce que ici, integer sample, j'ai oublié de le convertir en int. Fait que un petit plus 1. Hein, sample fois max. Sample étant un réel, ça étant un entier, ça me donne un résultat réel. Vous savez, ces exercices-là, je les prépare d'avance. Hein. Ce code-là, je l'ai déjà tout écrit pour moi-même pour faire des tests sans erreur il y a genre 2-3 heures. Et pourtant, je réussis quand même à faire des erreurs quand je l'écris devant vous. Ah non. Je vous jure que je sais programmer. Je vous jure. OK, on réessaye ça. OK, ça n'a pas planté. Maintenant, est-ce que ça a fonctionné? Ah, ça, c'est une autre affaire. Donc, j'ai mon dossier ici. Donc, je vais dans Output. Puis, il y a un perfectfifth.wave qui a une taille qui a de l'allure. Est-ce que je suis capable de la faire jouer? C'est un peu fort. On va baisser le volume un peu. Fait que ça marche. Si vous l'écoutez encore une autre fois, vous entendez la note grave dans votre oreille de gauche et la note aiguë dans votre oreille de droite, et les deux ensemble font une quinte juste. OK, bravo, on a réussi à faire ça. Là, on a juste créé. Mais mettons qu'on veut manipuler des données. Ici, mettons qu'on voulait ouvrir un fichier audio, puis manipuler les données qu'il y a dedans, puis ensuite le réécrire. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on faisait nos opérations, on en faisait une inverse. Je ne sais pas si on va avoir le temps, parce qu'il nous reste quand même juste 20 minutes, mais je vais le faire avec vous. Donc, ça, c'est un tableau de samples à un tableau de bytes encodé. Puis là, je veux un tableau de bytes encodé à un tableau de samples. Convert to samples, ici, je fais l'opération inverse que j'ai faite là. Donc,
comment je fais l'opération inverse? Ben, j'aurai ici, mettons, mes samples. Ça va être une liste. Fait que là, ici, c'est une liste de réels que je dois retourner. Je ne vous laisse pas du temps pour le faire parce qu'on est en train de manquer de temps un peu. Vous avez compris le principe de toute façon. C'est le même concept qu'on a fait ici. On prend un puis on l'inverse. OK. Donc, je sais que chacun des bytes que j'ai là, donc je vais commencer par itérer ici dans ma liste. Mais là, attends, il faut y penser. Là. Moi, ce que je veux, c'est quand je fais struct unpack, mettons que j'ai mon... ici, là, j'ai mon encoded sample. Fait qu'on va faire le même raisonnement qu'on a fait tantôt, mais inverse. Fait que mon encoded sample ici, c'est ça que je réussis à avoir dans le fichier. Fait que mettons que j'extrais mes 2 octets. Hein, un sample, c'est 2 octets. Donc, maintenant que je l'ai extrait, comment je peux le convertir ensuite en entier? Ben, je fais un unpack avec hash. Donc, j'utilise le même type de décodage que j'ai utilisé pour l'encodage. Fait que mon integer sample ici, ce serait struct.unpack. Donc, je fais l'opération inverse. Qu'est-ce que unpack prend en paramètre? C'est le format. Ben, dans mon cas, j'en veux juste un qui est un entier signé à 16 bits. C'est hash. Puis le data ici, c'est mon tableau de bytes. Fait que mettons que mon tableau de bytes, c'est ça ici. Puis à l'intérieur, il y a 2 bytes. Fait que j'y passe mon encoded sample. OK. Ça va me donner mon sample entier. Mettons que là, je veux avoir mon sample réel. Fait que mon sample réel, c'est mon sample entier divisé par sa valeur maximale, qui est max sample value. Fait que là, ici, je l'ai multiplié, ben maintenant, je le divise. So far, so good, ça, c'est simple. Ça, c'est les opérations que je dois faire pour obtenir un sample. Fait que clairement que je fais juste faire ça en boucle. OK? Je fais ça en boucle. Donc, for, mettons, B in bytes. All right? Puis c'est là qu'il faut... Celle-là, il faut y penser un petit peu. Wow, attends, ça marche pas, là. Parce que B, c'est un octet. Puis ça, c'est un tableau d'octets. Mais là, ici, moi, je ne veux pas un tableau d'octets. Je veux 2 octets à la fois, n'est-ce pas? Fait que ce que je peux faire, c'est... Parce que ça, ici, ça ne va pas l'itérer comme il faut. Je vais encore là utiliser du slicing pour être capable d'obtenir des octets 2 à la fois. Parce que unpack, ici, le buffer qu'on lui passe doit être exactement de la bonne taille. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans la documentation. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une itération avec un i sur la longueur de bytes, même si ça a l'air inefficace de faire ça. Puis comment on va extraire les 2 bytes de où on est rendu. Mais ici, si je fais bytes, mettons... OK, si je fais bytes i, ça me donne le byte à la position i. On est d'accord. Si je fais bytes i plus 2 comme ça, là, le deuxième truc dans un slicing, c'est quoi? C'est la position de fin exclue. Fait que typiquement, si on veut aller du début à la fin, on fait de 0 à length. Là, ici, je veux aller de i à i plus 2 parce que j'ai 2 octets que je veux extraire. OK? Mais là, attention, quand je fais ça, je veux aussi sauter un octet. Fait que je veux prendre mes 2 octets, puis ensuite, je veux passer aux 2 suivants. Donc, je ne veux pas me tasser de 1, je veux me tasser de 2, d'où je mets l'autre paramètre qui est le step, qui c'est 2. Fait que là, je dis, mon encoded sample, c'est les 2 octets. Donc, ça représente 2 octets. L'octet qui va de i à i plus 2 étant exclu. Ça me donne mon octet. Puis j'ai dit pour la prochaine, ici, là, pour la prochaine itération, skip-le de 2. Donc, ça va me permettre d'avoir exactement ce qu'il me faut. Pardon, ici, pourquoi j'ai mis ça dans le slicing? Je suis niaiseux. C'est pas dans le slicing que je dois mettre ça, c'est dans mon range. Fait que mon range ici, je veux mettre un step de 2. Or, si je mets 2 paramètres, lui, il va penser que ça, c'est le début, ça, c'est la fin. Fait qu'il faut que je mette mes 3 paramètres. Excusez-moi, même moi, je suis mêlé des fois. Donc, mon range ici, je lui dis, va de 0 jusqu'à la fin, saute 2 à chaque fois.
Puis ce que je fais ici, c'est que j'extrais 2 octets à la fois. Fait que ça va me permettre de prendre un chunk de 2 octets à chacun. Ces 2 opérations-là sont encore bonnes. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de le mettre dans une liste. Fait qu'on va l'appeler, mettons, samples. On se fait une liste vide. Samples égale plutôt point append. Sample comme ça. Et return samples. Encore là, c'est rien de compliqué. On serait capable de faire ça dans une compréhension de liste, mais le fait de mettre des variables intermédiaires comme ça, ici, étant donné qu'il y a beaucoup d'opérations à faire, ça peut être pertinent. Fait qu'ici, return samples. J'ai oublié une affaire par contre. Si je regarde dans la doc, qu'est-ce que unpack me retourne? Donc ici, si je regarde unpack, ça retourne. OK, ça. Le résultat est un tuple, même si ça contient un seul élément. Fait que mettons que j'avais plusieurs trucs à extraire. Mettons que je voulais extraire plusieurs octets à la fois ou plusieurs données à la fois. Il va me retourner un tuple qui contient chacune des données. Si j'ai un seul élément à extraire, il va quand même me retourner un tuple de un élément. Donc, c'est pour ça qu'ici, mon unpack, ça va me donner un tuple. Ce que je veux avoir, c'est seulement l'élément qui est à l'intérieur, donc le premier élément. Or, il va avoir un seul élément. Donc ça, la longueur de la string que je mets ici, le nombre de caractères, c'est ça qui détermine, ça va être quoi le nombre d'éléments que j'essaie d'extraire. OK. Maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait comme niaiserie? Ouais, bon, ça c'est bon, c'est déjà que ça marche. Puis là, ici, j'avais ouvert un fichier en sortie, puis j'avais écrit dedans. Là, je vais ouvrir un fichier en entrée. Fait que si vous regardez dans les documents que je vous ai fournis, il y a un data, puis dans le data, il y a un fichier Wave qui est un extrait du sac du printemps de Stravinsky, donc un petit extrait de 30 secondes. Bref, ceux qui connaissent la pièce l'aiment probablement beaucoup. C'est une pièce qui est souvent jouée par les orchestres de jeunes. Les bons orchestres de jeunes, là, on s'entend. C'est pas pour les faibles. Donc data stravinsky.wave. La documentation nous dit de faire RB si on veut l'ouvrir en lecture. As reader, on va l'appeler reader. Donc RB, finalement, c'est les mêmes flags qu'on aurait mis si on avait fait juste open. Donc R veut dire lecture, B veut dire binaire. Ça, je pense que vous l'avez vu dans les notes de cours, là, que le B indique une lecture binaire. OK. Si je fais reader.read frames, il me semble que c'est comme ça que ça se fait. Reader.read frames comme ça. Puis là ici, ben, je peux y mettre le nombre de frames que je veux. Je vais lui dire de toutes les extraire. Fait que ce serait reader. Puis si je regarde, c'est comment que j'obtiens le nombre de frames. C'est comme ça. De même. Donc ça va me donner un tableau de bytes. Donc, data comme ça. Avant de faire ça, juste pour le fun, on va tester si la méthode qu'on a faite là, la fonction, est-ce qu'elle marche. Fait que comment on peut faire ça sans avoir besoin de manipuler un fichier qu'on ne connaît pas? Ben, si on prend le data qu'on a ici, donc qui est encodé, on le décode avec convert to samples et on le réencode avec convert to bytes, on devrait obtenir exactement les mêmes données qu'on avait au début. Fait que si j'ai fait, ici j'ai mes données sous forme de samples en réel, je les convertis en bytes, autrement dit, je les encode,
je les décode, je les réencode, ça devrait encore marcher. Fait que si je fais ça, mon fichier perfectfifth.wave devrait être encore bon. Bien sûr, c'est normal que ce soit long parce que vous avez quand même plusieurs centaines de milliers d'itérations à faire. Hein. On génère des samples un par un. On en a 44 000 à faire par seconde sur 2 channels. Vous comprenez que ça fait beaucoup d'itérations. C'est pour ça que ça prend quelques secondes à exécuter, surtout en mode débogage. Donc, je regarde mon output. Est-ce que mon output a encore de l'allure? Il y a une taille qui a de l'allure. C'est le bon son. Fait que ça, au moins, on a fait ça comme il faut. All right. Maintenant, on va lire notre Stravinsky. Ben là, ici, on a le data de notre Stravinsky. Fait que ça, ici, je vais enlever ça. Là. Donc, mes samples, ça va être convert to samples, data. Bon, là, une fois que j'ai mes samples, je peux faire ce que je veux avec. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, fait que je ne vais pas commencer à faire des trucs fancy. Ce qu'on va faire, c'est, on va, mettons, baisser le volume. Fait que comment on fait pour baisser le volume? Ben, c'est qu'on change l'amplitude. Fait que c'est pas mal l'opération la plus simple. On fait juste appliquer un facteur sur chacun des samples, puis ça va nous augmenter ou diminuer le volume. Ici, remarquez que j'ai oublié quand on convertit ici, on devrait peut-être le borner quand on fait plutôt... Ouais, ici. Quand on encode, on serait peut-être mieux de les borner entre ces deux valeurs-là, juste pour être sûr qu'on n'essaye pas d'encoder des trucs qui font un rollover, mais on s'en fout. Fait que maintenant, on va essayer de diminuer le volume. Fait que je ne vais pas changer le volume de ma machine. Ça, c'est notre Stravinsky. Il est quand même un bon volume. Right? C'est quand même assez fort. Fait que mettons que je laisse mon player à ce volume-là. Je passe à travers chacun des samples. Donc, for S in samples, S fois égal, puis on va, mettons, faire quelque chose de 30%. On va mettre le volume à 30%. Ensuite, on fait la même chose qu'on a faite là ici. Donc, là, ici, je n'ai pas besoin de séparer les channels parce que je sais que je veux appliquer mon truc de façon uniforme. Fait que je ne vais pas me casser la tête à séparer les channels puis travailler dans les deux channels ensuite puis les remettre ensemble. Je veux juste uniformiser tout. Je veux appliquer une opération uniforme. OK, fait que convert to bytes. Samples ici. Puis là, une fois que j'ai fait ça, ben là, j'ouvre encore mon fichier. Fait que je vais ouvrir, mettons, un fichier différent. Fait que je vais l'appeler output Stravinsky mode.wave. On va l'appeler de même, mettons. Puis writer.writeFrames. En fait, on va refaire les opérations qu'on a faites ici. On aurait pu se les mettre dans une fonction, en fait. Donc, writeFrames data. Puis on essaye de voir si ça peut marcher. Bien sûr, ça va être long, parce qu'il y a beaucoup d'opérations à faire. Alors, j'ai oublié d'incrémenter un compteur tantôt, parce que j'ai fait une niaiserie devant vous. En fait, j'aurais peut-être dû commenter la partie du haut pour que ça aille plus vite, étant donné que les deux sont pas mal indépendantes. Ouais. Pas brillant, mon affaire, hein? Oh yeah, c'est vrai, l'extrait dure 30 secondes. Ça pourrait prendre un petit bout de temps, hein? Ce qu'on va faire la prochaine fois ici, on va faire getNumFrames fois 0.2. Fait que juste pour utiliser un court extrait au début pour ne pas avoir besoin de faire la tune au complet. Je me demande, il est rendu où, là? C'est bientôt fini. Hein? Ouais, il va, là.
Bon, ok, je pense on va annuler ça. On va commenter ça ici. On va commenter ça. Ouais. Non. Non. Should be integer, not float. En fait, je vais l'exécuter sans débogage, ça va aller plus vite. Oh, bien sûr, c'est lent parce que les opérations qu'on fait sont pas optimisées, là. Le Python, c'est pas particulièrement rapide comme langage, même si ce l'est de plus en plus. Là, fait qu'il faut pas bêtement penser que c'est un langage qui est lent, mais si on n'optimise pas nos opérations, ça prend du temps. Comme là, j'ai réussi, ça m'a pris comme 6 secondes pour un extrait de 3 secondes parce que j'ai beaucoup d'itérations à faire puis je ne les fais pas de façon particulièrement optimisée. J'aurais pu paralléliser des affaires. Hein? Oh yeah. Ici, je vais peut-être plutôt faire... égale S fois 0.3, mettons 0.2 for S in samples. Honnêtement, je me pose la question pourquoi c'est aussi lent. OK. Fait que ça, c'est ce qu'on a modifié. Puis ça, c'est l'original. Donc, j'avais fait une petite erreur. J'avais oublié qu'on ne pouvait pas itérer dans une liste et modifier des éléments. Oh, ça fait dur. Ça fait dur. Donc, ce que j'ai montré en faisant ça, là, finalement, c'est juste qu'une fois qu'on a extrait nos samples puis qu'on les a sous forme qu'on peut manipuler, donc dans ce cas-ci, on les a mis sur des réels, ben, on peut faire ce qu'on veut. La chose la plus simple que j'ai été capable de faire ici, c'est de tout simplement changer le volume. Donc, j'ai baissé de beaucoup le volume. On aurait pu faire n'importe quoi. Quand je donnais le TP à l'époque, une des opérations que je leur demandais de faire, c'était de changer le volume, mais plutôt de normaliser le volume. Donc, de mettre le plus haut samples à 0.89, par exemple. Ou, je pense que je leur demandais de faire un crossfade entre deux échantillons. Non, ça, je leur demandais de faire un fade-in ou un fade-out. Fait qu'on aurait pu faire ça aussi. Vous comprenez qu'une fois qu'on est rendu à cette étape-là, c'est-à-dire on a lu nos données, on les a converties dans un format qui est manipulable, ben une fois qu'on est là, on peut faire ce qu'on veut. Puis c'est essentiellement ça que les logiciels de traitement audio font. De façon beaucoup plus compliquée, mais quand vous loadez quelque chose dans Audacity, par exemple, hein, fait que mettons que ça, c'est l'intro que j'ai faite tout à l'heure, ben, j'ai dû éditer la musique pour la chopper pour qu'elle fitte dans les 5 minutes que je voulais lui donner. Mais quand je lui dis de loader un fichier audio, il fait exactement ça. C'est-à-dire, il va lire l'entête pour savoir c'est quoi les propriétés du flux audio. Il extrait les samples, il les convertit dans un format avec lequel lui est capable de travailler. Donc, je sais qu'Audacity, par défaut, il travaille sur des floats 32 bits. Donc, si vous regardez ici, tout est un float 32 bits, stéréo 44 100 Hz. Parce que c'est comme ça que le truc avait été enregistré. Fait que c'est pas mal ça.
Je vais mettre à jour le exercice version prof dans lequel vous allez avoir tout ce code-là. Puis vous allez pouvoir jouer avec si vous voulez. Le Stravinsky.wave est dans le repo. Je vous conseille de, quand vous faites vos trucs, là, mettez tout dans le dossier output. Les trucs que vous générez, que vous ne voulez pas commit dans votre repo, mettez-les dans output parce que output est ignoré par Git. Je l'ai mis dans le git ignore, pour ceux qui savent ça veut dire quoi, qui fait en sorte que ça ignore tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, mon perfectfifth.wave, je ne veux pas le commit. Mon Stravinsky mod.wave, je ne veux pas le commit. Fait que mettez vos sorties dans output, puis mettez vos entrées dans data. Donc, est-ce qu'il y a des questions? On a pris pas mal tout le temps qu'on avait. Entre autres à cause que j'étais un petit peu trop ambitieux sur mes boucles en Python que j'ai pas parallélisées. Mettons, on va se mettre un plus 1. On va se mettre un plus 1 à cause que j'ai été trop ambitieux. Tiens. Fait que là, voyez-vous, la dernière fois, on était à 10 erreurs, puis là, on est à 13. Fait que probablement que c'est autour de ce nombre-là qu'on va se maintenir. J'ai toujours pas trouvé d'utilisation pertinente du timer autre que de timer le temps que je vous laisse pour résoudre un exercice. Donc, ouais, pas l'air d'avoir de questions. Vous êtes très silencieux. Donc, on va se laisser là-dessus. On se revoit la semaine prochaine où on va commencer le chapitre 9. Et le chapitre 9 est un peu weird parce que c'est à peu près n'importe quoi qu'il y a dedans. Donc, je vais essayer de faire des trucs qui sont un peu plus avancés. On n'a pas utilisé la piano cam aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Au lieu d'utiliser Stravinsky.wave, j'aurais pu enregistrer quelque chose vite au piano, mais manque de temps. Fait que, on va essayer de faire de la piano cam puis de la manette cam la semaine prochaine avec le chapitre 9 sur la résolution de problèmes. Puis sur ce, bonne fin de journée et bonne fin de semaine. À la semaine prochaine.